Merci de m'accueillir ici. Merci aussi à Mathias Gorog d'avoir comme ça posé, alors après Marie-Odile Pérouse de Monclos, posé quand même déjà toute la complexité, je trouve, des interrogations qui peuvent nous réunir aujourd'hui, auxquelles je vais essayer d'apporter sans doute une petite position d'extraterritorialité, enfin peut-être ça sera ça, une sorte d'extraterritorialité appuyée sur la question littéraire. On m'a confié quête des origines et littérature. Alors ce thème-là, on peut l'entendre comme mais qu'est-ce qu'il va chercher dans la littérature, autant celui qui écrit, l'écrivain, que celui qui lit. Qu'est-ce qu'il va chercher et de quelle manière ça s'accorde à la notion de roman familial. Voilà. Mais merci Mathias Gorog d'avoir, après Madame Pérouse de Monclos, avancer comme ça déjà le débat et d'une manière extrêmement élégante déjà dès ton titre, point d'origine, c'est-à-dire que on saisit bien qu'il y a là une question quand même essentiellement ambiguë. Tu l'as très bien avancé, c'est-à-dire que point d'origine, ça veut dire c'est pas un point final. C'est une sorte de point de suspension, c'est un travail qui se tricote et qui se détricote, c'est Pénélope qui attend Ulysse, c'est Ulysse en même temps, c'est être personne au risque d'être personne, on pourrait filer sur Homère bien sûr, très vite comme ça, grâce à Mathias, et on peut filer aussi tout de suite sur le livre formidable d'Isabelle Spaak et Florence Billet, intitulé Une mère et Tessera, ou etc., mais en tout cas avec un point comme ça, un point qui évoque bien que les choses sont extrêmement ouvertes, les choses sont destinées à être trouvées, créées, façonnées, refaçonnées, retravaillées en permanence, et évidemment il n'y a pas sur cette question-là des origines de point final, de point terminal. Alors ça, tu l'as très bien dit, de même que tu as amené un autre point. Alors je reprendrai ce point d'ambiguïté. Fondamentalement, c'est plus de l'ambiguïté, je crois, que de l'ambivalence, du moins pour ce qui va concerner la littérature. Les écrivains, ils écrivent avec de l'ambiguïté, ce sont des champions du paradoxe, ce sont des champions de l'ambiguïté. Ça, je pense que ça répond à toutes les productions artistiques un petit peu de valeur, alors que le roman familial, la structuration plus habituelle des liens de filiation, ça répond pas tellement à l'ambiguïté, ça répond plutôt à un aménagement de l'ambivalence, et c'est pas vraiment la même chose. Ce que tu nous as permis de commencer de penser aussi, Mathias, c'est qu'effectivement, cette question du point d'origine, cette question autour des origines, d'où je viens, qui suis-je, comment on fait les enfants, d'où ça apparaît, évidemment, ça concerne tout le monde. L'enfant adopté, il y a forcément un matériel un petit peu en vrai, un petit peu du côté du réel, mais cette question des origines, d'où je viens, elle concerne tout le monde. Et là, je parlerai d'une pratique de pédopsie assez habituelle. Moi, je crois que quand on est confronté à des situations, par exemple, qui explosent à l'adolescence, des situations où on a l'impression de quelque chose d'extrême, une situation extrême, une situation particulièrement inhabituelle, eh bien ce qui est important avec cette famille-là, c'est de remettre au travail l'idée que c'est pas si extrême que ça, et finalement ça se présente peut-être avec plus d'intensité à l'intérieur de cette famille-là parce qu'il y a des éléments concrets qui fournissent le moteur à cette intensité, mais néanmoins la trame reste commune. Par exemple la question sur l'origine, et bien, finalement quand on réfléchit bien, on n'en est jamais sûr, et tout un chacun a besoin d'être accompagné par ses parents, bien entendu, en premier sur la question des origines, parfois par un psy, évidemment, si ça prend trop d'intensité et trop de mystère, mais d'être accompagné pour éviter de ridiculiser la question. Le vrai danger sur la question des origines, c'est pas d'avoir un certain nombre de points d'interrogation qui persisteraient, parce que ça, encore une fois, c'est le cas d'à peu près tout le monde. Le vrai danger, c'est de ridiculiser cette question, c'est de dire à des enfants que leurs ancêtres sont des Gaulois, par exemple. Voilà, ça c'est ridiculiser la question de l'origine, et évidemment ça c'est assez peu structurant psychiquement. Et puis ce que tu as permis aussi de dire, Mathias, c'est la question de la dette, c'est-à-dire que
dans ces configurations, celle de l'adoption, hein, effectivement, parce que ça agit à quelque chose du côté de l'originaire, du côté d'une corde sensible que l'on a tous, du côté de l'impuissance originelle. Eh bien, dès qu'on pense adoption, on pense abandon. Mais le problème n'est peut-être pas tant de ce côté-là, lorsque des manifestations symptomatiques explosent, par exemple, encore une fois, à la puberté. Le problème n'est peut-être pas de ce côté de l'abandon, de ce côté d'un trop vide qui serait inscrit dans les interactions, mais aussi du côté d'un trop-plein. C'est-à-dire, que va devoir faire l'enfant pour être à la hauteur du don qu'il a reçu ? Hein, et ça, je vous assure que ça agite beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, et que se cantonner sur une clinique du vide, du rien, de la carence, comme on est très souvent tenté de le faire, parce que même si on dit que le vide c'est difficile à penser, que la nature a horreur du vide, il y a quand même toute une tradition de la psy du côté de la carence, hein, qui ne demande qu'à être réanimée, et on est souvent conduit à réfléchir un petit peu trop du côté du vide, alors que ceux qui produisent les manifestations symptomatiques, ceux qui produisent aussi la littérature, l'art, c'est peut-être plus du côté du trop-plein, un trop-plein d'excitation, un trop-plein de pulsions qui ne trouvent pas suffisamment de représentation, certes, mais enfin un trop-plein qu'il est difficile de gérer. Voilà. Donc voilà. Hein. Alors après, la question, oui... origine et littérature, quête des origines à littérature, oui, je le disais un petit peu tout à l'heure, ça revient à pourquoi, qu'est-ce que tu vas chercher dans tout ça, qu'est-ce que tu vas chercher dans le livre, c'est une question qu'on peut adresser aussi bien à l'écrivain qu'au lecteur. C'est Freud qui, évidemment, a écrit, a composé cette histoire du roman familial, qu'il a classée avec une certaine ambiguïté, ou ambivalence. Là, pour le coup, je ne sais pas trop. Ça dépend si on pense que Freud est un écrivain ou s'il reste psychanalyste appliqué, théoricien. Mais qu'il a appliqué avec une certaine hésitation dans le champ des fantasmes originaires. Vous savez que ce champ, finalement, n'est pas très bien défini. Et c'est intéressant de voir pourquoi ça n'est pas très bien défini. J'espère pouvoir en arriver là avant de donner la parole à Isabelle Spaak et Florence Billet. Pourquoi vous écrivez? Ça me fait penser à une histoire assez célèbre, vraie, réelle, je dirais, une histoire assez célèbre, c'est-à-dire un hors-série que le journal Libération fait pour son dernier numéro de l'année 1985, où il va envoyer cette question-là. Pourquoi écrivez-vous à une collection d'écrivains voilà, de la scène parisienne? Alors, il y a quantité d'écrivains qui répondent de manière plus ou moins embarrassée. Pourquoi vous écrivez? Pourquoi écrivez-vous? Parce que l'écrivain a du mal tout de même à préciser ce qui est l'origine de sa turbine, ce qui vient le mettre en branle dans l'écriture. Et la réponse la plus courte, la plus concise, c'est celle de Samuel Beckett, qui répond, vous savez sans doute, bon qu'à ça. Bon qu'à ça. Hein. Pourquoi vous écrivez bon qu'à ça? Et alors cette réponse, moi je la trouve assez géniale, parce que là aussi on peut être du côté du vide ou du côté du plein. Hein. Du côté du vide, bon voilà, il a répondu, il n'avait pas envie de répondre, il a quand même envoyé quelque chose, et puis voilà, c'est bon qu'à ça. Et du côté du plein, ce bon qu'à ça de Beckett nous résume l'essentiel de ce qu'on pourrait essayer de vouloir dire par qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif beckettien. Beckett, c'est un écrivain génial, comme chacun sait, non pas parce qu'il tourne autour du vide, non pas parce qu'il tourne autour du néant, non pas parce qu'il tourne autour du rien, hein, parce qu'il utilise le rien, parce qu'il utilise le moins pour arriver à un plus. C'est-à-dire que ce bon qu'à ça, ce qu'on entend, c'est l'extrême concision, l'apparente modestie, parce que la modestie, là, n'est qu'apparence, bon qu'à ça. Mais ce qu'on entend à travers cette concision, c'est un lest énorme. C'est une densité quasiment atomique, c'est-à-dire il nous parle du chaudron pulsionnel, hein, le ça, évidemment. Il nous parle, comme d'habitude, Beckett, hein, il nous parle du chaudron pulsionnel qui l'agite depuis qu'il est petit, cet individu-là. Et il a trouvé l'écriture pour en canaliser et en exprimer quelque chose. Pas du tout à la manière d'une thérapie psychanalytique. L'écrivain n'écrit pas pour se constituer une thérapie, mais pour garder un lien avec une jouissance, avec une excitation première à laquelle il ne se résout pas de devoir l'abandonner.
Alors voilà, Boncassa, c'est déjà l'évocation d'un plein. Hein. C'est une formule relativement ambiguë, relativement paradoxale. Hein. Elle est concise et en même temps elle est courte et en même temps elle est extrêmement lourde. Et je crois qu'elle nous permet aussi d'aborder un petit peu la complication pour le psy d'aborder l'écrivain, et finalement d'avoir une théorie sur qu'est-ce que c'est que la littérature, en particulier est-ce que ça traverse ou pas la question du roman familial, est-ce que c'est une thérapie ou pas, ça je crois avoir déjà répondu et je ne vais pas m'attarder sur le sujet. C'est l'idée que finalement l'écrivain et l'analyste ou le psychiatre, on pourrait dire, autrefois il y avait une blague sur le psychiatre, on disait c'est un médecin qui a peur du sang. Bon. Et certains même précisaient, j'osais pas le dire parce que c'est un médecin juif qui a peur du sang. Voilà. Vous connaissez cette blague, un peu antique. Alors juif, ça veut dire quoi? Sans doute qu'il fait partie du peuple du livre. Peur du sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son instrument d'investigation, c'est le verbe. Il n'a pas d'autre instrument d'investigation, ou en tout cas, il en a guère d'autres. Il a évidemment le regard, il observe un certain nombre de choses, mais enfin, voilà un médecin qui est conduit de par peut-être quelque chose d'un peu phobique, de par peut-être une sorte d'incapacité, il est conduit à idéaliser le verbe. Aussi, tout ça semble assez naturellement le mettre sur le même champ, sur le même chemin que l'écrivain. Or, je crois que là, tout ça est riche de confusion possible, est riche d'envie, pas tellement d'envie de l'écrivain vis-à-vis du psy, mais d'envie du psy sur l'écrivain, et que beaucoup de commentaires de psy sur les écrivains, sur les productions artistiques, sont des commentaires un petit peu d'entomologistes, où on vient saisir un papillon pour le piquer et le refroidir définitivement. Donc le plus piqué n'est pas toujours celui qu'on croit, d'ailleurs, et que finalement le contresens, Boncassa, ça le montre bien, c'est-à-dire que l'écrivain Boncassa, je pense ceux qu'on aime bien lire, hein, je parle pas des autres, je parle de Beckett, je parle de Céline, je parle d'autres qu'on verra peut-être dans le courant de ce qui me viendra. Bah, l'écrivain, finalement, il renverse le mot. Il renverse la représentation verbale. Il ne veut pas que ce soit le médium reconnu, supérieur et suffisant. Hein. Et là, la démarche est inverse de celle du psy. Hein. L'écrivain, il redonne du ça au mot. Il redonne un corps au mot. Hein. Voilà. Et Beckett, comme chacun sait, pour redonner un corps à son mot, il est allé à l'étranger, il a utilisé une autre langue que sa langue maternelle, et par là, il ne s'est pas opposé à ses objets premiers. Hein, je recommence à suivre le fil de l'adoption. Il est allé loin, non pas pour s'opposer à ses objets premiers, mais pour garder un lien avec la jouissance initiale. Donc l'écrivain, son boulot, en gros, c'est de donner un corps au mot, un nouveau corps au mot, de le renverser, de l'outrager, de l'outrepasser, voilà, de le fertiliser différemment. Alors que le psy, son travail, c'est l'inverse, c'est de donner un mot au corps. Donc, en gros, ces deux-là pourraient être sur un même champ, sur un même chemin, mais ils se croisent en sens inverse. Alors peut-être que le summum du désaccord, d'ailleurs, s'est constitué par la description par Marthe Robert du roman familial. Peut-être que là... Alors, entendons-nous bien, j'aime beaucoup le livre de Marthe Robert, donc publié en 1972. Marthe Robert, dans le livre Origine du roman des origines, elle poursuit la description de Freud de ce fantasme originaire, le roman familial. Hein, et à la différence de Freud, elle va axer, son élargissement sur le champ littéraire, mais du côté de l'écrivain. L'écrivain ne ferait qu'actualiser un schéma originaire, et ce schéma originaire, qui ferait partie de la turbine de chaque écrivain, c'est le roman familial. Voilà. Avec deux formes de roman familial, hein, décrites pour le coup par Freud. Freud, lui, dans sa description, la description princeps, on pourrait dire, le roman familial d'un névrosé, il axe les choses sur la névrose et il ne se permet pas d'axer les choses sur le champ littéraire, du moins du côté de l'écrivain, il axe les choses du côté du plaisir de lecture. L'enfant va lire des histoires dans lesquelles il fait travailler son roman familial. Voilà. Mais il ne parle pas dans ce texte-là, ou très peu, de l'écrivain. Le texte de Freud, c'est
Eh bien, Marie-Odile Pérouse de Monclos l'a un petit peu resitué. Pour gérer les ambivalences du complexe oedipien, c'est-à-dire pour continuer d'être en relation avec les parents qui, par ailleurs, sont jugés un peu insatisfaisants, un peu décevants, ou ne soyons pas toujours du côté du vide, ou un peu trop excitants, voilà, c'est tout ça qu'arrange le complexe d'Oedipe, eh bien, une part des sentiments forts éprouvés vis-à-vis de ces figures premières d'attachement sont déplacés sur d'autres figures, avec une fiction que se construirait l'enfant et qui ferait partie des fantasmes originaires, c'est-à-dire des formations typiques de l'inconscient, c'est-à-dire de formations qui seraient universelles. Et ces formations, c'est quoi? Il y en a deux possibles, qui peuvent se succéder au cours du temps, qui peuvent s'associer ou qui peuvent rester isolés. Un enfant peut choisir une construction plutôt qu'une autre, mais il y en a deux possibles, nous dit Freud, c'est l'enfant trouvé ou l'enfant bâtard. Donc l'enfant trouvé, c'est celui qui imagine que ses parents ne sont pas ses parents. Il y a d'autres parents qui existent ailleurs. Et ça active chez l'enfant, alors ça active évidemment puissamment son imagination et la constitution d'un monde qu'on pourrait qualifier d'imaginaire chimérique. Mais tout ça fait partie d'une construction fantasmatique qui appartient à la névrose. C'est-à-dire que le principe de ça, c'est que l'adaptation à la réalité reste conservée. L'enfant se construit ses supports imaginaires pour en fait garder le lien, un lien de bonne qualité avec ses parents. C'est un peu comme l'histoire du doudou. Le doudou, une de ses fonctions, c'est aussi d'être malaxé, c'est aussi d'être trituré, c'est aussi d'être sali, hein, pour éviter de salir les parents. Voilà. Et le drame, c'est évidemment quand on lave le doudou, voilà, ça c'est un drame. On n'a pas compris qu'il doit être sale, ce doudou. Et les productions imaginaires des enfants, notamment du côté du roman familial, servent aussi à tamiser l'agressivité qu'il ressent vis-à-vis de ses parents. Donc l'enfant trouvé, et puis une autre version possible, je l'indiquais, décrite par Freud, l'enfant bâtard, c'est-à-dire que là, il y a une certaine capacité de discrimination chez l'enfant. Il ne peut douter de son origine du côté maternel. Comme chacun sait, on a moins de raisons de douter du côté maternel que du côté paternel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune raison jamais de douter de la mère, mais on en a moins de ce côté-là. Donc l'enfant garde la mère. Ma mère est ma mère, mais mon père n'est pas mon père. Et ça lance une activité imaginative plutôt, non pas tant du côté d'un monde chimérique, d'un monde totalement imaginaire, mais d'un monde comme ça où on va décoder avec un peu plus d'attention tout ce qui est dans l'environnement, dans l'espoir de reconnaître lequel est son vrai père. Alors Marthe Robert prolonge ça pour dire, en gros, les romans, ils appartiennent à deux catégories. Il y a les romans du côté de la chimère, par exemple La Tentation de Saint-Antoine, production comme ça, quasi hallucinatoire, en tout cas imaginaire floride. Et puis du côté de l'enfant bâtard, du côté d'un certain scrupule, d'une observation plus attentive du réel, d'un certain naturalisme. Et La Tentation de Saint-Antoine, c'est Flaubert, mais Flaubert, il a pu être aussi dans une espèce de naturalisme, dans une observation scrupuleuse de la réalité. Et c'est par exemple Emma Bovary. Alors elle passe à côté de quelque chose. Le vrai moteur de l'écriture, c'est pas que Flaubert ait regardé son environnement avec attention, ou qu'à certains moments il se soit réfugié lui aussi, comme Saint-Antoine, dans des visions hallucinatoires. Sans doute que la vraie question de la littérature, ce que va chercher l'écrivain dans sa production, c'est moi et ma Bovary. C'est-à-dire ce vertige identitaire là, dont Flaubert a pu parler. Marthe Robert n'en parle pas du tout. Et je crois qu'effectivement, le vrai moteur du côté de la production artistique, c'est pas tant d'élargir son monde névrotique aux dimensions d'un lectorat, c'est plutôt de faire quelque chose d'un surplus d'excitation lié à un vertige identitaire. C'est un petit peu plus profond, non pas ce que je dis, mais le moteur qui dirige quelqu'un vers la nécessité de tamiser son surplus pulsionnel vers une production artistique.
On peut s'interroger d'ailleurs comme ça, un peu historiquement, pourquoi Marthe Robert a semblé, parce que quand même, c'est quand même une littéraire évidemment affirmée, on sait tous ça, elle a fait d'autres bouquins absolument formidables, elle a traduit Kafka. Voilà, c'est difficile de parler du roman familial de Kafka. On sent bien que si on encode Kafka dans un roman familial classique de Névrosé, quelque chose va nous échapper. Qu'est-ce qui fait que K, un beau jour, il se retrouve devant un château comme ça? Il semble qu'une scène, alors peut-être pour le coup une scène primitive, soit évincée, ne soit absolument pas décrite, mais c'est ça qui n'est pas décrit qui met en branle toute l'intrigue. Exactement comme Céline, quand il nous dit ça a débuté comme ça, ben en fait il nous dit certainement pas ce qu'il l'a mis en branle. Et il le garde pour lui. Et ça échappe complètement à l'encodage par roman familial. Et quand Beckett reprend le ça de Céline pour dire bon qu'à ça, il nous parle effectivement d'une excitation, d'un chaudron, d'ambiguïté, hein, un lieu où les contraires se mélangent, un lieu où ça peut être pour le meilleur et pour le pire, et c'est pas du tout cette ambiguïté, l'ambivalence structurée façon névrotique. L'ambivalence façon structurée névrotique qui créerait du roman, bah, je crois que ça créerait le genre nous deux, ou nous trois, parce qu'on serait dans le deep. Hein, voilà, ça serait nous trois, mais je ne sais pas si ça nous intéresserait tant que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un lectorat pour ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui lisent un certain nombre de romans dont les affiches sont dans le métro que de personnes qui lisent Beckett, bien sûr, mais je ne sais pas si cette littérature nous enseigne beaucoup de choses, finalement. Ce qui est intéressant avec Marthe Robert aussi, alors pourquoi elle se rigidifie un peu sur quelque chose de quasi structuraliste, le roman familial, qui existe mais qui sans doute n'est pas le vrai moteur, la vraie turbine de la création littéraire. Peut-être parce qu'elle répond déjà à un livre qui va paraître la même année que celui de Marthe Robert, 1972, comme on le sait tous, c'est aussi la parution de l'Anti-Oedipe. Hein, de Guattari et Deleuze. C'est un peu par snobisme que je cite Guattari en premier, parce que généralement ce livre a une telle mauvaise presse chez les psys qu'on prétend que ça ne serait qu'un livre de philosophie, donc c'est plutôt Deleuze. Mais non, il y a quelque chose qui concerne les psys évidemment là-dedans, parce que c'est écrit par Guattari, et c'est l'idée que effectivement il y a quelque chose d'éminemment provocateur dans l'anti-Oedipe. Ils ne sont pas anti-Oedipe, ils sont anti-dogmes oedipiens. Ils sont anti-dogmes oedipiens. Finalement, ce qu'il dit, c'est que l'inconscient, sa vocation, c'est pas à l'origine de délirer sur papa-maman. Hein, l'inconscient, il va délirer sur tout le matériel à proximité. Il va délirer, alors ils ont ce mot de race, il va délirer sur les races, sur les tribus, sur les continents, sur l'histoire, sur la géographie. Hein, c'est toujours l'inconscient un champ social extrêmement riche, et essayer de l'aborder uniquement à travers la question des fantasmes originaires qui seraient constitués de cette manière-là chez le névrosé, ça laisse de côté une clinique extrêmement vaste. Il ne faut pas passer à côté, et ça laisse trop de côté la question de la créativité artistique. Voilà. 5 minutes, on me dit, moi je croyais que j'avais 5 heures. Alors voilà, moi je crois que des journées, je vais bientôt conclure là-dessus, je crois que des journées comme ça nous permet effectivement de sortir d'un champ un petit peu étroit, un peu fétichisé aussi, avec certains concepts, et effectivement, peut-être pas de délirer, mais d'associer sur les origines, sur la géographie, sur l'histoire, sur ce champ social vaste, hein, qui nous interpelle directement lorsque on s'intéresse à la question de l'adoption. Et c'est la question, avant tout, je crois, de la littérature ou la production artistique. C'est quand même la question de qu'est-ce qui permet de passer de la destructivité à la créativité, hein, qu'est-ce qui fait ? Je pense que les forces sont les mêmes, ou à peu près les mêmes, mais dans un sens, ça peut aller vers la destructivité. Et la destructivité chez l'enfant qui est adopté, on sait bien qu'il a un matériel concret pour l'exprimer. C'est cette fameuse phrase « de toute façon, tu n'es pas mon père, de toute façon, tu n'es pas ma mère ». Et comment cette destructivité-là peut être mutée en créativité.
Alors pour ça, il y a l'écriture, peut-être bien, mais je crois que l'écriture, il ne faut pas non plus fétichiser le verbe comme les psys, encore une fois, sont tentés de le faire tout le temps. Je crois qu'avant tout, ce qui permet de passer de la destructivité à la créativité, ou du moins de rester du côté de la créativité, de rester du côté de la pulsion de vie et pas d'aller trop du côté de la pulsion de vide, hein, c'est la relation. C'est la relation, c'est effectivement le lien avec les figures d'attachement, comment les figures d'attachement peuvent s'influencer les unes les autres, comment nous sommes ouverts, et beaucoup plus qu'on l'imaginait autrefois, où on avait des débats stériles, cloisonnés entre l'organogénèse et la psychogénèse. Maintenant, on sait que les choses avec l'épigénétique sont beaucoup plus jouable, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transformable qu'on le pensait. On redécouvre finalement, grâce à ça, l'intérêt de la relation, c'est-à-dire les données de la recherche les plus actuelles, les plus dures du côté de la génétique, sont en train de justifier le travail des psys lorsqu'ils insistent sur l'importance de la relation. Voilà, hein. Et ça, quel que soit l'âge de la vie. Donc l'importance de la relation, bien sûr, l'importance de l'accompagnement, hein. Et puis l'importance de tout ce qui nous nourrit, et notamment d'avoir des écrits d'aussi bonne qualité, hein, que celui d'Isabelle Spaak et Florence Billet, avec, moi je trouve, du côté de la créativité et de la destructivité, par exemple cette phrase, j'aurais pu faire 1 heure là-dessus, hein, passant par Beckett, etc. Le pot troué, métamorphosé un jour en fontaine merveilleuse. Voilà, c'est ça, hein. C'est comment passer de cette identité trouée, le nez troué dont parlait Michaud, à la créativité, en faire quelque chose, voire une fontaine merveilleuse. Alors, le roman imaginaire, le roman originaire, le roman familial, c'est toutes ces histoires d'adoption sur lesquelles j'aurais pu passer aussi. C'est Superman, par exemple. Et j'aurais pu intituler, j'avais failli proposer ce titre-là aujourd'hui, mais on aurait pu intituler cet exposé, qu'en n'est pas vraiment un, de Superman à Supervielle. Hein, je me suis interrogé il y a quelque temps, mais est-ce qu'on a un exemple d'écrivain qui aurait été un enfant adopté, qui aurait fait quelque chose de son adoption? Bon. Alors je me suis creusé la tête. En fait, on connaît beaucoup plus des écrivains qui ont perdu un de leurs parents. Et je pense à Rousseau, je pense à Marie Shelley, probablement Rabelais. Hein. Un des scandales du livre de Marthe Robert, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est qu'elle fait remonter l'origine du roman à Don Quichotte et qu'elle oublie 80 ans auparavant, en France, pourquoi les Espagnols, elle oublie Rabelais. Elle oublie Rabelais et Pantagruel. Pantagruel qui nous indique bien de quoi peut naître le roman, de quoi peut naître la créativité. Pantagruel, on le sait, quand il naît, il met à mort sa mère meurt à la naissance de Pantagruel, son père recueille l'enfant, et c'est déjà une démarche d'adoption. Et le père a cette phrase, « Je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer ». C'est les deux en même temps. Et là, on est dans l'ambiguïté essentielle, dans un paradoxe de base. Cette histoire-là, est-ce qu'on doit la voir du côté de la carence, du côté du vide, du côté de l'abandon, du côté de la mort de quelqu'un, ou du côté du don, hein? Voilà. Eh bien, c'est les deux en même temps. Vous savez qu'il y a 2 religions, finalement, dans la vie. Il y a la religion du verre à moitié vide et la religion du verre à moitié plein. Et pas mal de nos efforts de psy, c'est finalement de se rendre compte que c'est le même verre, hein, dont on parle. Alors, de Superman à Supervielle, bah ouais, Supervielle, il a appris très fortuitement, à l'âge de 9 ans, qu'il était adopté. Dans des circonstances tout à fait particulières, je fais juste 2 minutes là-dessus, et puis après je vous passe le micro. Dans des circonstances tout à fait particulières, parce qu'il surprend une conversation familiale où, en fait, il y a un coin de réel peut-être dans le roman familial qu'il avait pu se construire. Il a 9 ans et il surprend une conversation où ceux qui étaient ses parents parlent de ses vrais parents en parlant de leur décès. En fait, Supervielle est né en 1880, je crois. Il est né en Uruguay. Hein. C'est un poète franco-uruguayen, Supervielle. Peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais ça vaut le coup. Hein. C'est un monsieur qui est né en Uruguay, et puis il est issu d'une famille riche, propriétaire de banque en France et en Uruguay. Les parents, une fois qu'ils ont ce petit, ils veulent le présenter à leur famille. Ils reviennent à Oloron-Sainte-Marie dans le Pays Basque pour présenter le petit Jules à sa famille.
Et Jules a quelques semaines de vie et en fait les parents décèdent dans des circonstances absolument mystérieuses. Certains pensent que les arguments les plus probants, les indices les plus probants plaident pour deux origines possibles du décès des parents de Supervielle. Un empoisonnement avec une espèce de verre de gris, de choses comme ça sur un robinet, dans une maison pas très bien entretenue, ou bien une épidémie de choléra, telle qu'il pouvait y en avoir encore en France à la fin du 19e siècle. Toujours est-il que dans la foulée, je dis ça comme ça parce que je vais vite, dans la foulée, le petit est recueilli par le frère de son père qui s'est marié, suivez un petit peu, hein, qui s'est marié avec la sœur de la vraie mère de Jules Supervielle. Donc il y a juste un petit décalage comme ça de parents, on va dire, ça. Ce couple n'a pas d'autres enfants et effectivement, un beau jour, Jules découvre le poteau rose, le secret, et tout de suite, hein, le jour même, le soir même, il chipe un livre de contes, on est dans un climat de banque, il chipe un livre de contes qui appartient à son père adoptant, enfin son vrai père, finalement. Il chipe un livre de contes et commence à écrire dessus. Hein, il commence par des petites fables, ambiance La Fontaine, et puis chacun imagine bien que ça va devenir un poète, le poète que l'on sait, qu'on lit plus beaucoup, mais quand même, le poète que l'on sait. Et un poète qui va être un peu particulier parce qu'il va complètement échapper aux grandes révolutions de son temps. Par exemple, la révolution surréaliste, il ne va certainement pas y aller. Hein. Dans le poème Le forçat innocent, il dit « Je suis moi-même évasif ». C'est-à-dire c'est un poète qui va tout le temps tourner autour de la perte du vécu, d'un deuil originaire, et en même temps va s'interdire d'y aller voir de trop près. C'est-à-dire ces surréalistes qui débrident l'inconscient, ça lui fait peur. Hein, ça lui fait peur, donc il va tenir toujours sur son quant à soi, et c'est peut-être ça la limite de la poésie de Supervielle, c'est de réussir à faire des très beaux poèmes avec des vers qui parlent comme ça d'opposition. Il a un recueil qui s'appelle Les Amis Inconnus, un autre recueil qui s'appelle Le Forçat Innocent. Il y a un de ses poètes célèbres qui s'appelle L'Impasse qui délivre. Il y a toujours un régime d'opposition. C'est comme ça qu'il a tamisé à l'intérieur de lui l'opposition, l'ambiguïté entre le trop et le vide. Mais néanmoins, il n'arrive pas à les fondre comme les surréalistes vont les fondre et comme les grands écrivains savent fondre leurs ambivalences pour constituer des ambiguïtés qui nous attrapent de façon quasi hypnotique. Hein, le bon cassa. Le jeu est un autre de Rimbaud, etc. Voilà. Alors, de Superman à Supervielle, et puis maintenant j'en arrive évidemment à Isabelle Spaak et Florence Billet. J'ai été long. Ça va ? Alors c'est un bouquin que je vous recommande, moi, très honnêtement, parce que je suis là pour parler de manière honnête, j'ai trouvé que la couverture, quand je l'ai achetée, ne me plaisait pas trop. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'ai été tout de suite pris par le corps du texte, tout de suite attrapé par le corps du texte, d'une manière à laquelle, effectivement, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, avec ce que je n'avais pas repéré au début, je m'en suis rendu compte à la fin, c'est-à-dire que ça parle très très bien de ce processus infini du point d'origine, hein, très très bien. Et puis, à mon avis, ça parle aussi très très bien, au moins, d'une sorte de quadruple adoption. Hein, d'une sorte de quadruple adoption. Hein. Hein, alors l'adoption telle qu'on la conçoit, comment la petite Emmanuelle dans le récit est adoptée par ses parents adoptants, avec peut-être beaucoup de silence, trop, comment cette chose-là est affectivement accompagnée, c'est à voir. Une deuxième adoption, évidemment, assez classique là aussi, c'est comment l'enfant doit adopter ses parents, et en particulier à l'adolescence, voilà, l'adolescence qui bouleverse toujours les cartes du familier, de l'étrangeté, etc. Faire du familier d'autrefois un étranger, et puis se refamiliariser avec cet étranger, etc. Bon, ça c'est la dynamique habituelle de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a un processus d'affiliation des deux côtés, enfin l'enfant doit adopter ses parents. Troisième processus d'adoption extraordinairement bien suivi, hein, dans un style simple et percutant, c'est comment cet enfant devenu jeune adulte va adopter sa mère biologique. Hein, voilà.
Et puis un quatrième processus d'adoption, c'est celui-là sur lequel moi j'aimerais vous entendre, mais si vous voulez parler d'autre chose, vous le faites, il n'y a pas de problème. Je ne me vexerai pas, je suis là pour passer un bon moment, vous aussi. Hein. Le quatrième processus d'adoption, c'est de quelle manière, à mon avis, ces deux-là se sont adoptés réciproquement. Hein, de quelle manière Isabelle Spaak a accueilli le récit de Florence Billet et de quelle manière Florence Billet a accueilli aussi les capacités traductrices d'Isabelle Spaak. Alors voilà comment vous êtes-vous adoptés, hein, les deux. Hein, j'aimerais bien savoir. Sachant que la greffe, c'est comme l'adoption. La greffe, une bonne greffe, ça se fait au lieu des entailles. Hein, il faut qu'il y ait de l'entaille pour qu'il y ait greffe. Et puis ça se fait aussi au lieu des entrailles. Un autre point, je conclurai là-dessus, que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, c'est comment le corps parle. Il parle de deux manières. Alors dans une expression un peu psychosomatique, ce qui est très bien rendu dans ce livre, c'est comment l'enfant qui est en manque de représentation va pouvoir défléchir ses excitations, son malaise vers la sphère corporelle. C'est très bien rendu, c'est mieux rendu que nous on peut le faire les psys, mais enfin ça ne nous surprend pas trop, à part la qualité du style. Ce que je trouve aussi de très bien, par contre, et de plus inédit encore dans votre livre, c'est comment l'enfant, qui est probablement en manque d'un objet premier, en conçoit une espèce de sensorialité ouverte, et cette sensorialité vient s'accorder parfois à la nature qui l'environne. Mais la nature, c'est pas seulement des figures adultes, c'est aussi la nature en tant que telle. Les plaisirs à se promener dans un parc, les plaisirs à sentir la nature. Ça, on voit ça dans les journaux intimes de Marie Bonaparte, comment elle décrit la nature, alors qu'elle-même avait perdu sa mère à la naissance. Et je trouve que c'est très bien décrit quand vous dites, par exemple, les odeurs du parc m'enivrent. Alors moi, j'ai été assez enivré par votre livre, et je vous laisse la parole. C'est difficile de passer après, mais surtout quand on est un écrivain, enfin quand on essaye, où on est dans le doute permanent, il n'y a pas de certitude, il y a une sorte de miracle qui se produit ou pas, hein, parce que parfois ça ne marche pas. Là, il y avait un petit miracle de la rencontre, vous vouliez en connaître plus. Une rencontre, c'est une rencontre, ça marche ou ça ne marche pas. Là, de mon point de vue en tout cas, quand j'ai rencontré Florence, je ne connaissais rien à l'adoption, on m'avait juste dit rencontre-la. Et en l'écoutant la première fois, pendant une demi-heure, je me suis dit, je pense que je peux me glisser dans les interstices. Voilà, et je pense que il me semble, en tout cas pour moi, dans mon travail littéraire, il n'y a que les interstices qui m'intéressent. Le bloc ne m'intéresse pas parce qu'on ne peut rien faire d'un bloc, on ne peut se glisser, que dans les failles. Il n'y a que là où un écrivain peut se développer. Donc la particularité de notre travail littéraire, parce que c'est un vrai travail littéraire, on aurait pu en faire un témoignage, d'ailleurs, pourquoi pas. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Dans mon travail journalistique, oui, mais pas dans mon travail littéraire. Et la grande force de notre lien, puisque c'était aussi une adoption de Florence et de moi, hein, vice-versa, c'est qu'elle m'a tout raconté sans... Il n'y avait pas de... Souvent, quand on raconte une histoire, un journaliste ou un écrivain, on lui dit « Ah mais ça tu le dis pas » ou « Ça tu racontes pas, je te le dis mais t'en parles pas ». Avec Florence, il n'y a jamais eu ça. Il y a eu des heures et des heures d'entretien. Et puis à un moment donné, je lui avais dit « Écoute Florence, quand on aura fini, quand j'estimerai que j'en sais assez, entre guillemets, on ne se verra plus. » Parce que je ne pouvais plus la voir, il fallait que je devienne Florence. Comme, Bovary, comme Flaubert dit, Bovary c'est moi. Moi, il me fallait devenir Florence. Et c'était assez
miraculeux cette transformation. Je pense au Petit Prince avec son boa, son boa avec l'éléphant à l'intérieur. Il y en a qui voient que le chapeau et le Petit Prince voit l'éléphant à l'intérieur du chapeau. C'est un petit peu ça. Il fallait que moi je rentre à l'intérieur du boa et que je m'approprie cette histoire. Effectivement, dans le récit de Florence, ce que je ne voulais pas, c'est rester Florence. Je voulais être Florence, mais dans mon histoire personnelle d'écrivain, de femme, de mère, d'enfant, de grand-mère, toutes les femmes dont je parle dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup de femmes, puisque c'est une histoire de quête de la mère. Dans mon histoire personnelle, je ne suis pas du tout une enfant adoptée, mais je sais ce que c'est l'abandon, je sais ce que c'est d'être mère avec toutes les complications d'être une mère, une grand-mère, les difficultés d'un enfant par rapport à ses parents. Donc, il fallait que je me détache complètement de l'histoire de Florence pour essayer de restituer peut-être cette quête des origines qu'on a tous. On a tous, à un moment donné dans sa vie, envie de savoir d'où on vient, qui étaient nos parents, nos grands-parents, etc. Et très souvent, on n'a aucun matériau. Et on en a de moins en moins. Moi, je travaille beaucoup à partir de documents, de lettres, parce que je sais je sais peu sur mes propres parents. Donc, il me reste un matériau physique. Aujourd'hui, je réalise qu'effectivement, les réseaux sociaux permettent peut-être de rapprocher des personnes qui ont été éloignées, mais elles laissent peu de traces. C'est-à-dire que peut-être que les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants de Florence se demanderont un jour, mais comment est-ce qu'il y a eu des lettres, des documents, etc. Les lettres, les documents, pour un écrivain, c'est une mine, parce qu'on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on s'imprègne. Pour un écrivain, là je citerai Truman Capote, alors que je m'étais promis de ne pas citer trop d'écrivains masculins, que vous en aviez cité énormément. Donc je reste quand même avec Truman. Oui, moi je vais vous citer quelques femmes quand même. Donc Truman Capote, lui, dit, et j'adhère complètement avec ça, il dit, en fait, le plus beau dans l'écriture, ce n'est non pas l'histoire, mais la musique créée par les mots. Moi, je m'inscris totalement là-dedans, c'est qu'une histoire est un point de départ, un fait est un point de départ. L'idée, c'est de transcender le fait pour que la musique vous emporte. Je tiens beaucoup à ça, c'est pour ça que je tiens moins au témoignage, et que pour l'histoire de Florence, pour qu'elle soit, qu'elle puisse toucher le maximum de personnes, je pense, qu'on soit adopté ou non. Je pense que le travail de Florence, cette quête pour retrouver sa mère biologique, est un travail, est un voyage que l'on fait tous, qu'on soit adopté ou pas. Ce que disait monsieur Gorog, pardon, Mathias Gorog, pardon. Voilà, moi je m'arrête là. Je voulais simplement vous dire aussi que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de citer des écrivains femmes. Évidemment, Supervielle n'est pas une femme, c'est dommage, parce que le voleur d'enfants que j'ai lu, relu, j'ai dû le lire, je ne sais pas, 20 fois dans ma vie. Et quand on a parlé de ce colloque avec Marie-Odile a parlé de Supervielle, et tout d'un coup, je me suis dit, mais évidemment, Supervielle, je n'avais jamais fait le lien entre le fait que Supervielle soit un enfant adopté et qu'il ait écrit Le voleur d'enfants, qui est un livre absolument, je vous le recommande, c'est absolument magique. Et on ne comprend pas bien, il y a un mystère comme ça permanent dans ce livre, où il y a un enfant et dans une famille avec un père, il ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. C'est, il me semble, un livre qu'on devrait tous lire quand on s'intéresse à l'adoption. Alors voilà, sinon je voulais vous signaler quand même que récemment dans la littérature contemporaine, il est beaucoup question d'adoption. Je ne sais pas si vous connaissez un écrivain américain, c'est une écrivaine, moi je dis toujours écrivain, mais qui s'appelle Joyce Carol Oates,
qui a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Mud Woman, où il est question d'adoption, et là c'est un uppercut formidable. Voilà, il y a un livre très récent d'une Italienne qui s'appelle Silvia Avallone, qui s'appelle Une vie parfaite. Et là, elle raconte justement la difficulté d'une jeune femme qui n'a pas les moyens, qui est très jeune, et tout le parcours pré-adoption. On lui dit, mais si, donne ton enfant à l'adoption, donne ton enfant à l'adoption, tu pourras pas la garder, tu pourras pas la garder. C'est tout ce chemin-là qui est absolument magnifique. Il y a un autre livre très récent aussi de Michaela Marzone chez Grasset, qui s'appelle L'amour qui me reste. Également, c'est une femme qui, elle, découvre, dont la fille adoptive s'est suicidée et elle ne comprend pas pourquoi, et le livre raconte justement la difficulté. Et un autre petit livre qui va sortir là en octobre, qui s'appelle La Fortuna, de Françoise Gallo, c'est chez Liana Levy, et c'est aussi un enfant adopté, une petite fille adoptée, qui se raconte ce que vous disiez tout à l'heure, une mère parfaite. Mais justement, elle, c'est son moteur pour que sa vie à elle soit parfaite. C'est très, très beau. Voilà, je m'arrêterai là. Maintenant, je passe le micro à Florence. Bonjour à tous. Merci, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Je pense que je vais vous lire des extraits, en fait, du roman pour ceux et celles qui veulent le découvrir ou le redécouvrir. J'ai choisi 3 extraits. Ça va. Devant le miroir de la salle de bain, je mime phonétiquement les 6 lettres comme l'avait fait maman. Lèvres décollées d'un coup sec, j'expulse le P. Le U sort de ma bouche en cul de poule. Le T m'oblige à froncer le nez. Langue en appui contre l'arrière des incisives. Le A est largement ouvert, le I me fait sourire. Le N projette mes dents en avant. D'un mouvement rapide, je récapitule, consonnes et voyelles alignées à la suite, sans dire le mot à voix haute, putain. Ma mère est une putain. J'avais 7 ou 8 ans, suffisamment âgée pour deviner que putain n'est pas à prononcer devant les enfants. Dans ma famille, ils sont grands, minces, cheveux blonds, yeux bleus. Je suis brune, petite, teint mat. Que voulez-vous le savoir? Comment j'ai été adoptée? Si je l'ai toujours su? Si j'ai envie de retrouver ma mère? Non, pas la moindre. Fin de l'histoire. Je m'appelle Emmanuelle Véronique Hermeline Laurence, nationalité française. Abandon. Mot terrible. 7 lettres qui giflent, détruisent, minent, empêchent de grandir, s'épanouir, s'attacher. L'abandon est ma blessure, ma fragilité, le signe sur mon front. La pire des punitions, celle qui fracasse mon avenir en me privant du passé. Pour une maman démunie, autoriser l'adoption de son enfant est parfois le plus beau cadeau qu'elle puisse faire. Mais comment abandonner son nouveau-né, la chair de sa chair, le sang de son sang, se séparer du jour au lendemain d'un petit être qui a grandi durant 9 mois dans son ventre, l'avoir senti bouger, s'être habitué aux premiers frémissements, comme de petites bulles qui éclatent sous la peau, ploc, ploc, bientôt remplacées par une bosselure à droite, à gauche, un pied, un bras qui tambourinent. Merveille entre les merveilles, l'instant où il prend les devants, poussé à découvrir le monde, notre bassin qui s'écartèle et craque pour le laisser passer. Nos déchirures, son premier cri, sa première victoire. Et un dernier extrait, puisqu'on parlait de la nature et donc de la découverte de la Colombie, puisque je suis d'origine colombienne, et donc au-delà de la recherche de mon origine biologique, j'ai aussi découvert un pays
et j'ai été complètement bouleversée et enthousiasmée par la beauté des paysages de Colombie. La Colombie est un pays d'une beauté brute, aux paysages fracassants. En direction du Pacifique Sud, la route se faufile à travers cols abrupts et canyons à pic, longe des cascades hautes de 200 mètres, traverse des forêts tropicales parmi les plus belles de la planète. Palmiers endémiques, fougères arborescentes, tamarins aériens, passiflore en lianes, magnolias gigantesques, feuilles craquantes et brillantes comme des parquets cirés. Fleurs butinées par des nuées d'oiseaux-mouches, de petits colibris bleus, rouges ou mauves, qui plongent leurs trompes dans le nectar sucré des héliconias oranges aux allures de pavillon. Je me sens revigorée.